Bien, chers amis, bonjour. Vous vous souvenez sans doute que la semaine dernière, à l'émission, nous avons parlé de ce pèlerinage que nos amis qui sont ici présents encore cette semaine ont vécu dans le territoire autochtone, ici au Québec. Et nous étions toujours dans cette région-là, de la grande région du Lac-Saint-Jean. On a parlé de la première journée dans ce village qui s'appelle Machéti. En tout cas, je vous laisse prononcer le mot. Machétiache. Et aujourd'hui, on va parler de la deuxième journée à ce même village que vous avez passé cette fois-ci sous la tente. Alors, j'aimerais ça que Mathieu, que tu nous parles. Vous avez été initié aux coutumes dans la tente. Et la semaine dernière, tu nous parlais aussi de rituels, hein, que tu avais commencé à nous parler avec le tabac, puis l'odeur, puis l'élévation vers l'au-delà. Alors, peux-tu nous parler de cet événement-là là, que vous avez vécu sous la tente? Sous le chapoutoine. Oui. Donc, en fait, ce moment-là a été vécu avec Stacy Bossum et Doris Bossum. Donc, Stacy est un jeune Innu, jeune entrepreneur qui s'est dédié vraiment à la transmission culturelle, et même, je dirais, à une réappropriation culturelle Innu. Et il s'est donné comme rôle de la transmettre, évidemment, aux membres de la communauté de Mastoyatch, hein, les Pequot-Camilnouatch, mais aussi la transmettre aux non-autochtones. Et Doris Bossum, c'est sa tante, hein, si mon souvenir est bon. Doris, elle, c'est une aînée de la communauté. Et elle, c'est une survivante du pensionnat anglican de Latuc. Donc, elle a pu partager avec le groupe cette expérience-là du pensionnat et de ses conséquences, tandis que Stacy, lui, a parlé davantage justement de la culture et a pu transmettre ses connaissances. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Puis Chantal va être plus précise que moi pour la suite. Tout à fait. C'était vraiment enrichissant. Il nous a vraiment expliqué l'importance de tous les éléments de la nature pour les Autochtones, comment ils respectaient, par exemple, quand ils vont à la chasse, alors qu'ils préparent leur matériel pour partir chasser, ils prennent le temps d'avance de remercier l'animal qui va donner sa vie pour assurer, et non pas, là-bas, ils ne chassent pas pour le plaisir, ils chassent vraiment pour la survie. Alors, il explique à l'animal que si, en lui donnant la vie, en mourant, en donnant sa vie pour le chasseur, bien, il va permettre au chasseur de nourrir sa famille et tout ça. Alors, c'est vraiment un rapport à la nature qui est vraiment différent de ce qu'on est habitué, nous, de vivre. Puis aussi, il nous a expliqué tous les rites traditionnels, comment tanner des fourrures, comment quand un animal est tué, toutes les parties sont utilisées. Alors, comment ils travaillent chacune, les nerfs, les tendons, puis aussi toute la recherche que ça demande. Parce que malheureusement, à cause des pensionnats, ce qu'ils ont constaté, c'est que la transmission s'est arrêtée un peu. Alors, ils n'ont pas pu, les grands-parents, les parents n'ont pas pu jouer leur rôle de transmettre l'information à leurs enfants. Alors, ça fait en sorte qu'eux doivent se réapproprier. Donc, les plus jeunes, ceux qui veulent renouer, doivent aller voir les ancêtres, donc les plus vieux de la communauté, et demander des explications. Eux-mêmes, des fois, s'en rappellent plus. Alors, ils doivent se concerter ou bien sinon se référer à d'autres peuples autochtones, d'autres nations pour aller chercher le savoir, puis essayer des choses, puis dire, OK, bien, ça devait être comme ça que ça fonctionnait. Alors, il y a beaucoup de travail de recherche. On voit vraiment qu'il y a un bris, malheureusement, de transmission là, avec ce qui a été vécu ici au Québec et au Canada. Dans le fond, c'est des options, l'option que les gens ont pris pour la transmission de la tradition. Si je vois bien ça, c'est comme ça que la tradition se poursuit. Ils veulent renouer, ils veulent réapprendre à se réapproprier justement ces fameuses traditions et aussi les transmettre à leurs enfants parce que, bon, Stacy est papa de 4 enfants et c'est un choix de famille qu'ils ont fait de retourner sur la terre du grand-père qui avait la terre de chasse qu'on parle. Et là, c'est là où ils se retrouvent en famille et renouent avec les traditions de leur famille. Alors, ça s'est passé sous la tente, c'est ça? Vous avez pris le repas ensuite ensemble? Tout à fait. Et puis, l'après-midi, il vient des choses très importantes aussi. Hein? L'après-midi, vous êtes allé apparemment sur la tombe anonyme. Qu'est-ce que c'est que la tombe anonyme?
nous n'y sommes pas allés. C'est plutôt Doris qui était allée la veille. Bon. Et qui est Doris? Doris est la tante de Stacy, qui oui? avait été la veille à Mysticini. Alors, oui, elle était encore, dans son témoignage, elle était vraiment encore habitée et bouleversée par ce qu'elle avait vécu. Quand elle était jeune, elle a rencontré une jeune fille un petit peu plus vieille qu'elle. Je pense qu'elle avait 9 ans et elle en avait 5. Doris avait 5 ans. Et cette jeune fille-là, suite à des maladies contractées au pensionnat, est décédée. Et malheureusement, sa famille n'avait pas été informée de ce décès-là. Elle a été inhumée sur le terrain du pensionnat. Et là, des démarches avaient été entreprises, que Mathieu pourra vous expliquer un peu plus tard, mais des démarches ont été entreprises et ils ont exhumé le corps de cette fillette-là du cimetière du pensionnat et l'ont rapatrié chez elle, auprès de sa famille, 60 ans plus tard. Donc, on parle d'un bon délai. Et Doris avait assisté à la deuxième mise en terre de cette petite fille-là, exactement. Alors, elle était encore bouleversée, encore sous le choc, mais elle nous a tout raconté, ce qui a été vécu. Tout était factuel. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé de Doris, c'est que c'était pas de chercher à nous rendre coupables de ce qui avait été vécu, parce qu'on pouvait se sentir coupable. Personnellement, je me suis un petit peu sentie coupable, même si je n'ai pas participé à l'histoire, mais elle voulait vraiment dire les faits, qu'est-ce qu'eux ont vécu, pour que plus jamais ça se reproduise. Alors, c'était vraiment des faits uniquement mentionnés, et son désir, c'était de témoigner pour que jamais personne ne revive une telle situation. Donc, c'était un beau moment du pèlerinage. Tout à fait, un très beau moment, exact. Et puis ensuite, vous avez repris, je pense bien, le cercle de la parole et vous y avez ajouté le pardon. Oui. Alors, oui, c'était un moment très fort. En tout cas, pour moi, c'était, je ne sais pas pour Anne et Ghislain, mais pour moi, c'était le moment le plus touchant du pèlerinage. C'est qu'on s'est mis à parler à tour de rôle en respectant les règles du cercle que Mathieu vous a expliqué la semaine passée. Et chacun prenait la parole. Puis c'est sûr que suite au témoignage de Doris, personne n'était indifférent. Tout le monde avait écouté ce qui avait été vécu, puis était ébranlé. Je vais être franche, tout le monde était ébranlé, tout le monde avait la larme à l'œil. Et quand est venu le temps d'un membre du cercle, lui, il avait une expérience en Océanie, où il avait été missionnaire là-bas, il avait travaillé avec des Autochtones, et il s'est levé. Ça a été vraiment quelque chose de peu de mots. Tout était dans le geste. Alors, il s'est levé, il a demandé à Doris la permission de s'approcher d'elle. Il s'est mis à genoux, il lui a embrassé les 2 mains, puis il lui a simplement demandé pardon en son nom et au nom de l'Église. Alors, ça a été un moment où là, tout le monde a été profondément touché. Je pense que ça a été des gestes, peu de mots, mais ça disait tout. Tout de l'amour était là. Et de votre côté, Anne et Ghislain, comment avez-vous vécu ce même événement? Vous étiez là, vous autres aussi? C'était vraiment émouvant. D'abord, il faut dire que c'est un évêque émérite, et puis là, il l'a fait en son nom et au nom de l'Église. Et puis, on a vu, il y avait notre réaction, il y avait la réaction de Stacy et de Doris, les deux pleuraient. Et puis, notre lecture, c'était la guérison, pour eux autres, se continuait, puis nous, on embarquait dans cette guérison-là. Puis après l'évêque, c'était une religieuse qui était avec nous, puis elle a dit, j'ai travaillé une 30aine d'années avec des enfants, j'ai jamais connu ces choses-là dont on parle, mais elle dit, moi aussi, au nom de l'Église puis de toutes les sœurs, je vous demande pardon. Elle s'est levée. C'est une toute petite religieuse, et puis Doris, c'est quand même une maîtresse femme. Alors, elle est allée, elle l'a pris sous son aile, on la perdait de vue, puis elle sanglotait. Et puis là, elle s'est mise à prier sur elle en Innu. C'était magnifique, vraiment magnifique. Émouvant. Et puis, en tout cas, moi aussi, c'était pas prévu nulle part. C'était la journée, le lendemain de la réconciliation. C'était vraiment le sommet, je pense, pour moi, du pèlerinage. Hein?
Oui. Anne? Toi aussi, Anne? Pour moi aussi, tout a été dit. Là, ça a été vraiment un moment mémorable. Donc, après cet événement important, que vous qualifiez de sommet du voyage, là, vous en allez complètement vers une autre étape, hein, dans une autre région. Et on est au 5e jour là, du pèlerinage, et vous vous rendrez à Wendake. C'est où, ça, Wendake? Alors, Wendake, c'est tout près de la ville de Québec. En fait, aujourd'hui, ça a tout fusionné, là. Oui. Autrefois, on appelait ça le village Huron. On est chez les Hurons-Wendat. Ouais. Et là, ça s'appelle Wendake. Ouais. Et on était à l'hôtel Musée des Premières Nations, qui est magnifique. Et vraiment, on a été très bien accueillis là. Et on a visité aussi le site traditionnel Huron-Wendat. On a eu une visite guidée par un Huron-Wendat qui a été très instructive. C'est vraiment bien fait, là, le site traditionnel. Donc, il nous expliquait un peu les maisons longues et puis un peu toutes les traditions là, de l'époque. On a même vu une hutte de sudation et puis un canot, puis comment ils faisaient l'artisanat, etc. Donc, c'était très instructif. Et ensuite, on est donc allé s'installer à l'hôtel musée. On a eu un repas succulent à la traite. On s'est payé la traite. Oui! On a bien mangé des mets traditionnels. Et puis, le soir, on est allé voir le spectacle. C'est dans la forêt. Et voyons, j'ai eu un petit blanc de mémoire. Le nom du spectacle, c'était Onoa Lumina. Et c'est magnifique. On est dans la forêt et là, il y a des jeux de son et de lumière au cœur de la forêt. Et c'est splendide, là. Et en même temps, ça nous raconte les légendes autochtones des Hurons-Wendat. On apprend à mieux les connaître à travers ces légendes-là. C'est vraiment, vraiment à voir. C'est vraiment très beau. Ça a été un très beau moment, ça aussi. Et puis là, comme organisatrice du voyage, vous aviez un bel hôtel aussi pour loger, là. Hein? Oui, oui, on finissait, on finissait un peu dans le luxe, là. Mais en même temps, on était contents de pouvoir les encourager parce que ça appartient aux Hurons-Wendat et ils sont très fiers de leur hôtel et ils ont raison de l'être. C'est ça. Et après ça, vous vous rendez à une autre étape du voyage, hein? Et cette fois-ci, c'est à Odanak. Et qu'est-ce qui se passe à Odanak? Anne et Ghislain, qu'est-ce qui se passe à Odanak? On était accueillis dans l'église à Odanak par Nicole Obom-Sawin, qui est un peu une légende là-bas. Et puis, alors, elle a chanté. Kizi otainon, nato ustawa onik, tamataneski, anawitawa onik, ni onakadawon, sismak negara, lomina menana, akombi, wawa sino wiyan, et ça recommence. Ensuite, elle nous a présenté l'histoire, leur histoire. Et puis, je dois dire, il y avait aussi une visite au musée plus tard. Oui. Moi, j'étais impressionné. Les 3 places où on est allé, il y a 3 musées. C'est des musées à la fine pointe de la technologie. Et puis, les gens sont super compétents. Ce qui fait qu'on a pu poser nos questions, je dirais nos préjugés. Et puis, il fallait être solide parce qu'il y avait des réponses très claires, très prêtes, bien informées. Comme on disait tantôt, ils ne voulaient pas nous culpabiliser, mais ils voulaient nous donner leur juste. Et puis, ça nous a... À un moment donné, il y a des ballons qui se dessoufflaient bien tranquillement, mais la ballonne était dessoufflée. Et puis, bon, ça a été intéressant là, de prendre connaissance de cette autre communauté qui est plus fragile, mais qui est quand même, tu sens qu'il y a comme un renouveau. Et puis dans l'église, c'est magnifique, il y a des sculptures sur bois qui ont été faites là, par les gens. Puis à peu près toutes les places, c'est les Autochtones de la place qui ont décoré leur église, qui l'ont façonnée à leur image avec leur tradition. Alors on a vu ça aussi à Odanak. C'est ce qui m'a frappé. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent compléter.
Non, Non, je ça pense va? que ça va bien, mais c'est ça, il y avait des... Moi, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est qu'il y avait le chemin de croix sur les murs, Oui. et juste dessous, il y avait comme un chemin de vie. Alors, il y avait un chemin de vie pour la vie qui déterminait la vie des hommes, qui expliquait un peu la vie des hommes, et de l'autre côté, c'était la vie des femmes, et tout était sculpté avec des pensées de sagesse, c'était vraiment de toute beauté. Si je peux ajouter quelque chose sur Odanak, je pense que le dîner était avec Jacques T. Watso au Café Masco, là, qui est assez récent. Donc, Masco, ça veut dire ours en Abénaki. Donc, Jacques Watso, c'est un entrepreneur Abénaki d'Odanak et il a créé la Sagamité Watso. Donc, je me permets de le mentionner parce que c'est quelque chose qui peut être commandé en ligne sur le site de la compagnie Sagamité Watso. Et c'est vraiment une soupe traditionnelle, donc à base d'haricots. Jacques ferait son discours beaucoup mieux que moi, mais je tenais à mentionner parce que c'est intéressant, c'est ce développement-là des petites entreprises en milieu autochtone. Il faut le souligner, il faut le valoriser. Donc, la réconciliation passe aussi par là, une réconciliation économique. Et Jacques Watso est un des fers de lance là, de cette mouvance-là, une reprise de possession et de pouvoir par l'économie. Et puis, je ne voudrais pas passer sous silence aussi. Juste préciser ça, c'est vrai. Ouais. Les 2 derniers repas, à Watso, on a mangé autochtone de A à Z. C'était un festin, je pense, du point de vue autochtone, le meilleur. Puis la veille, chez les Hurons-Wendat, on avait eu, grâce à Anne, un souper gastronomique, vraiment la fine cuisine extraordinaire. C'était très beau. Alors, ça s'achève, le voyage s'achève, hein, on est vers la fin. Ce que je voudrais dire aux téléspectateurs, c'est que nous allons vu, hein, avec les diapositives et le partage de nos invités aujourd'hui, nous avons vu un certain nombre du paysage autochtone de chez nous. Puis je voudrais insister peut-être sur les 2 derniers jours là, à Wendake et au Danak aussi. Et ça, on est proche de l'été à ce moment-ci où vous visionnez l'émission. Et c'est des sites que vous pouvez voir aussi. Hein? C'est pas réservé à des privilégiés de faire des voyages comme ça. Peut-être que la question de Roberval, tout ce que vous avez fait, il faudrait peut-être plus préparé. Mais si on se rapproche du centre du Québec, au Danak, oui, c'est Pierreville, dans le fond. Hein? Et n'importe qui peut aller. C'est sur le grand chemin, la route sur la rive sud, entre Nicolette et Sorel. Alors ça, c'est au Danak, c'est un beau projet de famille pour aller en famille voir ce site-là qui est vraiment intéressant. Hein? Et puis, si vous allez à Québec, Wendake, c'est aussi, hein, c'était popularisé par le chef Gros Louis, et puis il y a beaucoup d'autres choses. Puis tu parlais du musée, des repas, de l'église, et ainsi de suite. C'est ouvert à tout le monde, c'est pas difficile d'aller là. Hein? Alors je me dis, si notre émission pouvait nous permettre, je dirais à tout le monde ici, hein, de faire au moins ces 2 petits voyages-là. Puis si vous allez au Lac-Saint-Jean, bien là, aller plus loin. Mais c'est à la portée de tout le monde, ce qu'on vient de dire là. Et ce qu'on a voulu vous laisser avec cette perspective-là, ces 2 émissions-là, c'est de nous sensibiliser à la question autochtone aussi, hein, et de nous, notre relation avec les premiers arrivants, les premiers peuples, les Premières Nations. Et en terminant, je voudrais peut-être vous dire, est-ce qu'il y a un autre pèlerinage avec le goût que vous avez donné peut-être aux gens, puis vous autres même, y a-t-il un autre pèlerinage qui s'annonce d'après vous autres? C'est toi, Anne, qui va te prendre la parole? C'est normal, hein? Oui, alors on a un autre pèlerinage, une 2e édition de pèlerinage en terre autochtone qui va avoir lieu du 27 septembre au 2 octobre 2025. Alors, on invite tout le monde à se joindre à nous. Cette année, on va aller sur la Côte-Nord à la rencontre des communautés Innu de la Côte-Nord. Donc, on va partir de Montréal et on va se rendre jusqu'à Mingan. Donc, 6 jours encore. Alors, vous êtes les bienvenus. Ça devrait être extraordinaire. On va visiter plusieurs communautés, dont celle de Pessamit, à côté de Sept-Îles aussi, et puis à Mingan. Et donc, ça devrait être vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Juste ajouter que ce sont vraiment des communautés magnifiques, tellement accueillantes. Trop souvent, on a l'espèce de
préjugé qu'on ne peut pas aller en communauté autochtone. Hein. C'est un préjugé qui demeure dans la tête de beaucoup de personnes, mais c'est faux. On peut aller dans ces communautés. L'important, c'est d'y aller avec respect, évidemment, puis ouverture. Et les communautés donc, qui vont être au cœur de ce pèlerinage-là, pensons à Magnotenam ou à Chat, là, qui sont tout près de cette île notamment. Ce sont des communautés très organisées. À Ouachat, il y a une magnifique boutique avec de l'artisanat. À Magnotenam, c'est une communauté un peu plus à l'écart de cette île, mais avec un accueil incroyable où à chaque année, il y a le festival Inunigamu, festival de musique. Mingan, le nom Innu, c'est Iquanchit. L'église là-bas, elle est unique, mémorable, avec énormément d'éléments culturels Innu. Et les paysages sont stratosphériques de beauté. Donc, c'est vraiment un coin à voir. Donc, j'encourage les gens à participer au pèlerinage, là, vraiment. Et puis, Ghislain, est-ce que tu peux nous rappeler la date qui est envisagée pour l'an prochain? Je ne me rappelle pas, mais tu l'as dit tout à l'heure. 27 septembre au 2 octobre, fait qu'on va être là aussi pour la journée Vérité et Réconciliation, le 30 septembre. Et si jamais il y a des gens qui nous regardent aujourd'hui, qui veulent se joindre au groupe, c'est quoi le moyen de communiquer, de s'inscrire? Ils peuvent communiquer directement avec nous chez Spiritour. Donc, on a un numéro sans frais, 1-866-331-7965. Vous allez le voir à l'écran. Et vous pouvez aussi aller sur notre site web, www.spiritour.com. Et vous allez voir le pèlerinage. Dans nos pèlerinages, vous allez voir le pèlerinage autochtone sur la Côte-Nord. Et vous pouvez nous appeler. Vous avez quelque chose à ajouter, Ghislain? Oui, je voulais dire, dans le fond, à la fin, on a fait un cercle de parole, puis les gens ont posé la question, est-ce que vous avez été content du pèlerinage? Tout le monde a dit, on a vécu beaucoup plus que ce à quoi on s'en attendait. Puis finalement, on n'est pas devenus amis avec eux autres, on n'est pas resté là énormément, mais on a vécu avec eux autres, puis ça nous a changé vraiment. Puis je pense que c'est ça dont on a le plus besoin, de nous rencontrer, nous voir, parler, s'écouter, poser nos questions, dire qui on est, et puis apprendre à connaître du monde. Puis il y a plein de choses qui changent. Puis il me semble que ça a de l'avenir, à la fois pour la société, puis pour notre Église aussi. Il me semble en tout cas. Oui. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Bien, je ferai du pouce un peu sur ce que Ghislain mentionne, c'est que aller à la rencontre des premiers peuples, c'est évidemment vivre des transformations. Je pense intérieurement, il y a des choses qui se passent nécessairement, ne serait-ce que par cette nécessité de revoir un peu notre conception de notre histoire collective. Puis j'ajouterais aussi d'y aller dans une perspective où on est des apprenants, on va apprendre. Les premiers peuples, les peuples autochtones ont énormément à nous apprendre dans une crise climatique, politique, dans tout ce qu'on vit en ce moment. Quand on creuse ce que les peuples autochtones ont pu faire et vivre avant la colonisation, il y a des perles, il y a des choses à aller chercher. On peut s'inspirer de cette histoire-là. Il faut comprendre aussi que l'avenir, cet avenir qu'on doit rêver en ce moment, il faut le rêver ensemble, avec les premiers peuples, non autochtones et autochtones ensemble. Et des pèlerinages comme celui qui a été vécu, celui qu'on va vivre en septembre, c'est le lieu idéal justement pour faire des rencontres puis se permettre de rêver ensemble. Il faut se donner ce temps-là. Ça prend du temps à rêver, là. Donc, il faut se donner ce temps-là. C'est quelque chose qu'on peut se donner. Puis en conclusion, Chantal, toi, c'est ta première année dans ce domaine-là. C'est quoi ton bilan toi, là, au terme de cette année? Je dirais un seul mot, enrichissement. Enrichissement personnel. Aller à la rencontre de l'autre, c'est s'enrichir soi-même aussi, parce qu'on apprend des autres. Et j'ai découvert des gens extraordinaires. Et j'ai aussi, écoutez, maintenant, quand je vois le prix d'une paire de mocassins, je sais tout le travail qu'il y a en arrière. Alors, je sais que le prix demandé est minime par rapport à tout le travail qu'il y a derrière. Alors, c'est apprendre à connaître l'autre, à voir toutes les beautés de sa culture. Et non, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je suis qu'au début. Et on arrive en fin d'émission, déjà. Alors, je vais demander à chacun le mot de la fin. Ghislain, qu'est-ce que tu nous dirais? Au plaisir de vous connaître et de vous voir avec nous en pèlerinage. Oui.
Anne? Moi, je dirais que c'est vraiment une expérience de solidarité avec les Premières Nations et de transformation. Moi, je vous dirais, privez-vous pas de cette opportunité qui pourrait vous être donnée d'aller à la rencontre des premiers peuples. C'est des gens attachants et on a tellement à apprendre. De mon côté, je dirais évidemment le pèlerinage, c'est une expérience à vivre, ça c'est certain. Si vivre un pèlerinage de ce type-là, pour vous, pour X raisons, c'est pas possible, bien, sachez qu'on peut aller à la rencontre des peuples autochtones autrement maintenant. Il y a des balados, des podcasts, il y a le cinéma autochtone qui est en ébullition, des documentaires de plus en plus nombreux qui abordent l'histoire des premiers peuples, mais aussi ce qu'ils font aujourd'hui. On peut aussi, évidemment, aller dans les... on peut aussi, visionner des plateformes... On peut aller sur des plateformes de diffusion en ligne. Donc, on peut aller à la rencontre des premiers peuples en restant chez soi. Hein. Il y a aussi, j'allais oublier, la littérature autochtone. Hein. Les Inuits, ce peuple dont on va aller faire la rencontre en septembre, la littérature Innu, elle est énorme, nombreuse. Il y a une production littéraire incroyable quand on pense notamment à Joséphine Bacon, la grande poétesse Innu notamment. Et la musique Innu, hein, le groupe Matin notamment, on pense souvent à Cashton, là, qui était très populaire dans les années 90, mais il y a une production musicale qui a décuplé dans les dernières années. Donc, je vous invite à aller tendre l'oreille vers la musique actuelle Innu également. Alors, il me reste à vous dire un gros merci. Merci. Alors, merci Ghislain, là. Plaisir de cette d'avoir... belle initiative-là. Oui. Merci. Et Anne aussi de participer toi-même à ça. C'est vraiment impressionnant. Merci Chantal. Continue de faire une deuxième année. Toi aussi. Merci de l'accueil. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Au plaisir de vous retrouver.